Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 4e épisode d'Une place pour tous. Dans ce podcast, nous vous proposons des épisodes thématiques avec des invités issus du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat. L'objectif est tout simple, échanger et partager des opinions différentes autour de sujets liés à la qualité de vie au travail, à la prévention, la santé et le handicap. Ici, pas de blabla compliqué, ce podcast est accessible et donne la possibilité pour chacun de nous écouter. Alors faites comme chez vous et prenez place. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec la résilience. Il s'agit d'une sorte de suite à notre épisode précédent autour de la santé mentale. Mais qu'est-ce que la résilience ? Ce concept médiatisé dans les années 90 par le psychanalyste Boris Cyrulnik est désormais largement répandu, que ce soit dans les domaines de l'économie, de la banque ou encore du marketing. La résilience questionne et ici nous allons tâcher de comprendre ensemble avec nos invités ce qu'est la résilience dans le cadre professionnel, ce qu'elle implique et ce qu'elle interroge fondamentalement dans notre rapport au travail. Et nous allons en parler avec nos intervenants du jour. Nous avons Emmanuel Gobin, directeur général de l'association Les Papillons Blancs d'Hasbrook. Emmanuel Gobin, bonjour. Bonjour. À vos côtés, il y a Patricia Asensi-Ferré, déléguée générale et fondatrice de l'association Envie de Résilience et du prix de la résilience professionnelle. Patricia, bonjour. Bonjour à tous. Et enfin, Eric Sanchez, directeur de l'innovation sociale prévoyance à l'AG2R La Mondiale. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question de cette émission est toujours un tout petit peu scolaire. Je vais vous demander, à l'aide de votre savoir et de votre expérience, comment définir la résilience dans un cadre professionnel. Qu'est-ce que c'est et quand intervient-elle ? La résilience, effectivement, c'est cette capacité à vivre, à réussir et à se développer en dépit d'une adversité. Donc ça, c'est ce qui est posé par Boris Cyrulnik, entre autres. Ce qui nous intéresse dans le monde du travail, c'est de voir comment, justement, en dépit des différentes adversités, de ces grandes vulnérabilités que l'on peut rencontrer à titre personnel ou professionnel, l'entreprise, le monde du travail peut se saisir de ces situations pour essayer de les transformer vertueusement, de manière à ce que finalement cette épreuve, cette adversité, soit source d'apprentissage, de soutien, de lien social, de dialogue social et d'engagement à la fois donc pour l'entreprise et pour le collaborateur qui rencontre une grave difficulté. Moi, je dirais que ça fait référence aussi à cette capacité humaine de mobiliser ses ressources internes, que ce soit d'ailleurs dans la vie professionnelle ou dans la vie tout court. Et j'ai bien aimé le propos de Patricia de dire finalement c'est vivre tout simplement, vivre avec ses vulnérabilités, en faire parfois une force, parfois les montrer, savoir solliciter de l'aide, parce qu'on est tous sujets à des moments de notre vie, à des moments de fragilité en fait. Emmanuel ? Nous sommes des êtres humains et par définition, l'être humain est vulnérable. C'est-à-dire qu'il est fragile, il peut lui arriver plein de choses, mais il est à la fois vulnérable et riche d'énormément de talents. Dans une organisation, qu'elle soit publique, privée, comment on met en œuvre un certain nombre de choses pour aider des collaborateurs à rebondir et à se sentir pleinement riches de leurs talents, alors qu'il peut nous arriver, à chacun d'entre nous, une maladie grave, une problématique de burn-out, une problématique de licenciement économique. Il y a plein de sujets qui vont mettre en évidence que chaque collaborateur est potentiellement fragile. La résilience, c'est effectivement comment on s'inspire du risque de vulnérabilité pour éviter que l'entreprise ou le service public provoque des risques vis-à-vis des collaborateurs. Alors, le 13 octobre dernier, je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait la journée nationale de la résilience pour sensibiliser la population française aux risques naturels et technologiques. C'est pas tout à fait notre champ aujourd'hui sur la résilience, mais néanmoins, il y avait un sous-titre qui était très intéressant. Je vais vous demander justement si vous êtes d'accord avec ça. Il y avait le sous-titre « Tous résilients face aux risques, s'informer, réagir, se protéger ». Quels sont les mots qui vous parlent et qui peuvent correspondre avec ceux dont on parle aujourd'hui. Emmanuel ? Pour te contredire un tout petit peu, si tu me l'autorises, Laura, je pense que le sujet de la journée de la résilience est complètement lié au sujet de la résilience. C'est une autre approche du monde dans lequel nous vivons, qui s'appuie sur des problématiques environnementales, mais on ne peut pas imaginer la résilience, c'est-à-dire comment on accompagne des hommes et des femmes sans être complètement découpé de la problématique de l'accompagnement de notre environnement. Les deux sujets sont totalement liés, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur Envie de Résilience et au sein de l'association que je dirige, sur cette cohérence entre un mode managérial respectueux des hommes et des femmes et de la planète qui les abrite.
Moi, en réaction, effectivement, je suis sur cette dimension comme toi de l'écosystème, en fait. Le sujet, c'est pas la nature du risque, en fait. En vrai, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire collectivement, et en particulier dans le monde du travail, puisque c'est le territoire qui nous intéresse, on va dire, pour éviter la double peine, soutenir l'employabilité. Donc, on parle beaucoup de résilience. Il y a beaucoup d'incantations, beaucoup d'injonctions. Moi, je me rappelle le jour de l'annonce par le chef de l'État du confinement historique de 2020, où on décrète l'opération résilience. Bon, c'est qu'on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc on le verra après. Ce qui est hyper important, c'est d'identifier les différentes natures de risques, de considérer peut-être que c'est dans ces cadres-là que, en fait, entre toi, moi, nous, finalement, la vraie égalité, elle réside à cet endroit-là. Le sujet, c'est pas le handicap, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas le dépôt de bilan, c'est pas l'aidant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette nature d'humain, qu'est-ce qu'on en fait dans le monde du travail, de manière à ce qu'on ait l'occasion de montrer qu'effectivement on fait vraiment société, qu'on est aux côtés de ceux qui traversent une adversité, parce que l'autre, c'est moi aussi potentiellement. Donc on en parle, c'est très bien, avec un risque quand même qui est beaucoup d'injonctions sur le fait que soyons résilients. On ne peut pas décréter la résilience. Alors on le dit souvent rigolant que c'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça se cultive, on identifie les risques. Ça fait écho avec ce que disait Eric tout à l'heure sur nos ressources. Faisons un état de nos ressources individuelles, collectives et au sein des organisations. Sur quoi on peut prendre appui, en fait, pour faire face à cette adversité, à cette grosse vague qui, à un moment, va nous mettre un petit peu sur le derrière. Pour compléter un peu les différents propos, d'abord le mot réagir m'a fait réagir, c'est le cas de le dire. Moi, je verrais plutôt le mot agir. Des fois, je trouve que quand on dit qu'on intervient en réaction, ça fait un peu des fois réaction épidermique, non réfléchie, et j'aime bien plutôt se dire que dans l'incertitude, dans le doute, on va agir. Je trouve que c'est plus judicieux comme terme. Après, effectivement, il faut permettre aux personnes d'avoir cette information, une information qualifiée, de qualité, pour, comme le disait Patricia, ensuite faire dans tous les domaines de la vie humaine, de la vie quotidienne, et pas simplement en réaction à tel ou tel sujet. Et après, je pense je crois que c'est Fabrice Midal qui disait « foutez-vous la paix ». Et après, il faut quand même aussi pouvoir dire aux personnes que c'est pas parce que vous n'êtes pas résilient ce jour-là, vous n'avez pas fait telle chose, c'est pas très grave, quoi. Il faut pas non plus exagérer. On n'a pas tous un devoir absolu chaque matin de se dire comment on va sauver l'humain et l'humanité, quoi. Est-ce que la résilience, c'est pour tout le monde ? Est-ce que tous les individus ont cette capacité-là ? J'ai envie de dire, en soi, oui, puisque on a des illustrations de parcours de personnes qui, en mise de départ, avaient quand même la calamité comme environnement de base et qui se sont retrouvés finalement à aller puiser des ressources ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment, cette résilience, c'est une espèce d'équation alchimique entre ce qui va venir faire facteur de ressources, de protection face à un risque. Donc on peut le trouver de différentes natures. On peut l'avoir effectivement dans son histoire familiale, d'avoir eu la chance d'être aimé à la base, inconditionnellement. C'est sûr qu'en termes de mise de départ, ça joue beaucoup. Les travaux sur les 1000 premiers jours, c'est quand même, ça compte pas pour du beurre, c'est indéniable. Néanmoins, on peut aussi, à la faveur de ces épreuves, apprendre à comprendre comment on fonctionne et aller mobiliser des ressources dans le lien aux autres, dans la pratique artistique, dans la réalisation de soi, dans l'ouvrage, dans la manière de voir le monde, dans le sentiment d'appartenance. C'est comme un mur d'escalade, il y a des millions de prises possibles. Par contre, la seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que il peut pas y avoir de résilience pour soi, en fait. C'est vraiment cette qualité, il faut avoir cette accroche, c'est le lien à quelque chose, le fait de se sentir appartenir à quelque chose d'autre que soi, simplement, en fait. Ça, c'est vraiment fondamental et on le répétera jamais assez sur cet éducateur à un moment qui va te regarder d'une certaine manière, qui va te faire prendre conscience que, en fait, t'es digne de faire quelque chose. Ce lieu qui va t'inspirer, cette pratique sportive, ce tiers, ce prof, tous ces tiers de confiance sur le chemin de la résilience qui vont faire à un moment que j'appartiens à quelque chose et ma vie vaut la peine d'être vécue. Et là, dans ces cas-là, c'est un processus qui va s'engager et qui est fondamental. Et les personnes ne souhaitent pas être dépendantes, elles souhaitent être autonomes, voire indépendantes, mais finalement, on est interdépendants. Donc du coup, ça c'est le premier sujet. Le deuxième, nous on soutient l'Institut Pasteur, et je fais un petit pas de côté, sur des travaux sur l'influence du microbiote intestinal sur la santé mentale, et notamment sur la façon d'accoucher, et sur plein de choses qui sont effectivement dans les premiers jours de la vie, et après, sur son mode de vie, qui font qu'il y a des choses qui vont se produire aussi
sur la capacité mentale qu'on va avoir à affronter les difficultés de la vie. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que ça veut dire qu'il y a des données qui sont quand même assez intangibles, mais il y a des tas de domaines sur lesquels on a prise en tant qu'humain, et on a la capacité, en faisant des choix, en faisant des bons choix, en apprenant et en rencontrant des bonnes personnes, pour justement arriver sur ce chemin de la résilience et de faire sortir de soi des ressources parfois insoupçonnées. Moi, je vais peut-être avoir là encore un regard très, très, très opérationnel en tant que dirigeant. Tu évoquais, est-ce que finalement on a tous les capacités de résilience ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que ça peut s'entretenir ou se détruire. Et dans le monde du travail, c'est un vrai sujet. Si tant est qu'on ait soit un potentiel de résilience qui, comme le disait Patricia, est parfois lié à une situation d'éducation ou de vie de famille, ou l'environnement attachant que l'on a pu avoir dans sa naissance, le monde du travail est aussi potentiellement un monde qui accompagne la résilience des collaborateurs. Mais hélas, et pour le coup on le voit très souvent et dans les différentes organisations dans lesquelles je suis passé, c'est pas toujours le cas. On a plutôt des situations dans lesquelles on n'ose pas, et si on prend le processus de résilience que Cyrulnik décrit, on l'a cité à plusieurs reprises, la question de l'acceptation de la situation difficile. Toutes les entreprises n'acceptent pas cette réalité. Quand on est confronté à une difficulté, la première des choses qui permet le processus de résilience, c'est de l'accueillir et de l'accepter. Souvent, on met plutôt les choses sous le tapis. On cache la réalité d'un problème, ou on l'atténue, voire surtout, on revient sur des processus qui étaient bien établis et qui font que c'est un incident de parcours, etc. Et on continue. Combien a-t-on d'entreprises qui, malgré des difficultés, malgré des signaux faibles, entre guillemets qu'on appelle souvent, vont quand même droit dans le mur parce qu'elles n'osent pas accepter une réalité qui fait qu'on a des situations qui peuvent être très perturbantes pour des collaborateurs. Et pour moi, ça c'est un élément important et c'est une des difficultés, je pense, parce que quand vous avez été manager, il est très difficile de reproduire un schéma qui n'est pas celui dans lequel vous avez été baigné. Les cultures d'entreprise, quand vous avez pendant des années et des années eu l'habitude qu'on mette sous le tapis les problèmes, eh bien, avoir un manager qui ose sortir du lot en disant non, ok, il y a un vrai sujet, on le prend en compte, on l'accepte en tant que tel et on construit là-dessus. Ça, c'est la démarche de résilience. Eh bien, dans toutes les entreprises, cette culture de résilience n'existe pas. Moi, j'ai un ami qui est médecin urgentiste et il me dit, je prends la parabole ou l'image de l'incendie. Au début, il y a une allumette qui s'enflamme, en soufflant dessus ou un verre d'eau, on l'éteint. Après, il faut un seau. Après, il faut une citerne. Et après, même la lance à incendie ne joue pas son rôle. Donc, ça veut dire aussi que dans la temporalité, le moment où on intervient est important. Et après, la deuxième chose que je voulais évoquer par rapport à ça, c'est la question de la prise en compte collective. Effectivement, dans une entreprise, c'est intéressant de ne pas laisser la personne seule, le manager ou autre, qui va peut-être intervenir avec ses propres mots, peut-être parfois maladroitement, mais en tout cas avec de la bonne volonté, en tout cas peut-être même de la compassion. Mais c'est intéressant et important que l'entreprise, pour moi, prenne en compte ces dimensions collectives et n'attende pas trop longtemps avant que les choses soient compliquées à gérer. Et pour moi, ça participe d'une démarche sociétale et de responsabilité de l'entreprise. Et encore faut-il l'apercevoir. Oui, Patricia. Le rebond, c'est qu'en fait, si on est là aujourd'hui, c'est par rapport à la création de l'association Envie de Résilience en 2017. Pourquoi cette association a été créée ? C'est parce que cette question de la vulnérabilité, alors on parle souvent du gros pépin, le processus en fait de transformation de ce gros pépin potentiellement en pépite professionnelle. Le gros pépin aujourd'hui, quand il m'arrive, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je le garde un peu dans ma poche parce que c'est un peu la honte. Alors pour peu que ça soit des problématiques en plus difficilement avouables, je vais le garder bien longtemps dans ma poche. Quand je vais oser l'exposer sur la place publique du travail, potentiellement ce gros pépin, on n'a pas ça à gérer là pour l'instant, c'est du domaine de l'intime ou machin, c'est pas sa place, hop, sous le tapis. Sauf qu'un gros pépin sous un tapis, ça sert à rien. Donc le gros pépin, qu'est-ce qui se passe après ? Je me retrouve avec, et puis je vais me retrouver peut-être dans un placard avec mon gros pépin qui va prendre de plus en plus de place parce que un problème, quand on lui accorde pas l'attention nécessaire, forcément il prend de la place. Le risque, c'est que je me retrouve dehors avec mon gros pépin. Et que ce gros pépin, comme il est vu comme un gros pépin, ça sert à rien, et donc ça génère de la double peine, qui fait que potentiellement je suis en arrêt de travail. La qualité du lien entre mon travail et moi-même est quasi inexistante parce que c'est difficile à manipuler, je suis en arrêt de travail, respect de la vie privée, respect du secret professionnel. Résultat, ma probabilité de revenir dans de bonnes conditions et d'avoir réussi à transformer ce gros pépin, elle est quasi nulle.
Le risque, c'est qu'effectivement, finalement, le retour se solde par un divorce pour faute, parce que forcément, pas de qualité du lien, donc co-culpabilité et pas co-responsabilité. C'est pour ça que la SOAL a été créée, en fait, parce que cette question de la vulnérabilité, il est tabou, et à un moment, je me suis dit, mais quand même, de temps en temps, de l'autre côté de cette médaille qui est pas en chocolat, il y a de la résilience. La résilience, c'est faire corps social, ensemble, autour, cet adage uni dans l'adversité, on le vérifie à chaque fois. C'est dans le dur qu'on est capable de faire tomber les cloisons de la hiérarchie, du machin. Il y a un moment, on se saisit du sujet, on fait quelque chose ensemble et on est fier de ça, en fait. Sauf que, tabou de la vulnérabilité dans le monde du travail, on a pourtant le référent handicap, le référent diversité, le référent ci, le référent ça, on empile les cases des référents et ça fait pas maillon, ça fait pas sécurité, ça fait pas filet de rebond. Donc j'en profite parce que c'est vrai que on a un lien très particulier avec AG2R La Mondiale parce que c'est la fée qui s'est penchée sur le berceau d'envie de résilience. En vrai, il y a 5-7 ans, la résilience, dans le monde du travail, cachez-moi cette vulnérabilité que je ne saurais voir. Alors, c'est sûr, c'est votre métier d'être aussi dans la protection sociale, dans la prévoyance, mais il faut oser avoir l'audace de dire, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un collectif, dans la vie d'une entreprise, tous les jours, à chaque instant, on gère des pépins et des gros pépins. Et c'est l'occasion d'en faire quelque chose quand on se dit que quand même, la question de l'engagement des collaborateurs, aujourd'hui, elle est fondamentale. Oui, Eric Sanchez. Dans l'entreprise, je pense que d'apporter cette connaissance sur ce qu'est la résilience, la vulnérabilité et comment on peut en faire une force, c'est important aussi de ne pas laisser quelque part l'entreprise et les dirigeants de l'entreprise dans le noir absolu. Donc à partir du moment où on leur apporte de la connaissance, peut-être que parfois il y a aussi de la maladresse de la part des entreprises parce qu'elles ne savent pas par quel bout le prendre, que ce soit l'entreprise, les dirigeants ou les managers en proximité de la personne qui le vit. Et ça, de ce point de vue, je trouve que c'est déjà précieux d'apporter cette information de qualité. Ensuite, il faudra laisser aussi à l'entreprise, en fonction de son organisation, la capacité d'y répondre d'une façon un peu fluide et élastique. Et ça va dépendre aussi peut-être des typologies d'organisation d'entreprise. Et ensuite, il faut revenir, par rapport à ce que disait Patricia, la personne elle-même, il faut qu'elle sache qu'elle peut en toute confiance, en toute tranquillité, exposer ses difficultés, mais par contre qu'elle sache également que si elle ne veut pas le faire, elle n'a pas à le faire. Et je pense qu'il faut essayer toujours de revenir, et en psychologie on voit bien ces sujets, il faut aussi que cette fameuse théorie de l'engagement, il faut aussi qu'il y ait un engagement de la personne, un premier pas, et que ce premier pas, il permette d'avoir ce dialogue vertueux et fructueux entre les personnes. Emmanuel ? Sur la question du premier pas, j'aime beaucoup cette formule parce que à qui de faire le premier pas ? Moi, je pense que c'est aux entreprises de faire le premier pas, qui est de dire moi, je suis ouverte à l'idée de parler d'une vulnérabilité. Si on est clair là-dessus, effectivement, le dialogue va pouvoir s'instaurer. Et ce d'autant plus, et là pour le coup, en tant que dirigeant, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un vrai levier de performance, la prise en compte de la vulnérabilité des collaborateurs. Ou à l'inverse, ne pas le prendre, c'est quoi ? Imaginons quelqu'un qui a travaillé pendant 15, 20, 30 ans dans une activité qui est parfois très opérationnelle, très, très performant, et qui a un coup dur. Si on ne gère pas cette situation, c'est quoi ? C'est 30 ans d'expérience professionnelle, parfois, à côté de laquelle on passe. Mais au-delà de ça, c'est aussi tout un lien social qui se désagrège. Or, demain, dans nos organisations, de quoi aura-t-on besoin essentiellement ? On n'aura pas forcément besoin de personnes qui savent absolument tout d'un seul sujet. La notion d'expertise individuelle, je pense qu'elle est un petit peu en train d'être dépassée. Nous ne sommes plus sur la société de la connaissance, nous sommes sur la société du lien, c'est-à-dire la capacité à construire ensemble des réponses qui n'existent pas. Mais pour avoir envie de travailler avec quelqu'un d'autre, il faut que je me sente reconnu, moi, dans ma fragilité, dans ma vulnérabilité. Je n'ai pas à aller m'ouvrir à l'autre si l'autre ne m'estime pas comme quelqu'un qui a besoin de conseils, qui est capable aussi d'apporter des conseils. Donc je pense que vraiment demain, la question du lien social, qui est donc un des éléments porteurs de résilience, est véritablement l'élément fondamental de nos performances d'entreprise. La chose sur laquelle j'ai envie de vous faire parler, c'est du concret. Comment on crée un espace de travail propice à la résilience, à l'entretenir dans le cadre de l'entreprise ? Oui. Alors nous, on a une proposition chez Envie de Résilience, c'est qu'on parlait tout à l'heure des tiers de confiance. Dans le processus de résilience, je reprends ma culture du gros pépin. En fait, quand j'ai fait germer mon gros pépin, je vais devoir le retransplanter dans le monde du travail, j'ai besoin d'un tuteur. Donc j'ai besoin d'un tiers de confiance qui soit en capacité de voir ce qui s'est passé et pas de tirer dessus pour que ça pousse plus vite. Donc nous, notre proposition, c'est effectivement d'aller former
dans l'entreprise des personnes volontaires, qu'elles soient référentes X ou Y, qu'elles soient RH, qu'elles soient représentants du personnel. Le sujet, c'est pas l'hiérarchique. Okay. Le sujet, c'est la qualité du lien et le fait effectivement d'être bien en conscience sur cet équilibre entre des facteurs de risque et des facteurs de protection, de ce pourquoi moi-même je décide d'être volontaire et d'être identifié comme ce tiers, ce tuteur de résilience, pour lequel un collègue va pouvoir venir me solliciter et me dire écoute, voilà, on m'a dit que tu avais été formé à, ou alors je repère que c'est pas trop la fête en ce moment pour toi, si tu veux on prend le temps d'en parler. Et ce tiers, ce tuteur, il est formé pour repérer aussi donc les signaux faibles, être en capacité d'écoute active et surtout de faire du lien entre ce qui existe déjà dans l'organisation et d'être en lien avec d'autres tuteurs comme lui, de manière là aussi à constituer ce maillage en fait, qui est un maillage non hiérarchique, qui n'est pas décrété. Quand j'ai une problématique, c'est pas forcément facile d'aller en parler à mon manager parce que on voit bien, même sur la question des aidants, on va penser que peut-être je suis pas à mon travail, etc. Retrouver cette notion du collègue, du père aidant, du collègue solidaire. Je sais qu'il y a les voisins solidaires, mais cette notion de solidarité, nous on l'expérimente actuellement, encore avec le soutien d'AG2R La Mondiale. Désolé, je sais pas, ils sont là, mais on a expérimenté notamment chez Lidl Bretagne et maintenant Lidl Île-de-France sur la base du volontariat, de former des personnes à pouvoir comprendre ce qu'est la résilience pour être aux côtés du collègue. On mesure déjà dans les supermarchés où il y a ce tuteur un impact sur l'absentéisme, sur le turnover et sur la qualité du lien. C'est notre contribution. Emmanuel Gobin, vous vouliez intervenir ? Oui, Laura, tu demandais de manière très concrète. Oui. Alors moi, je vais me permettre d'apporter une situation très concrète que nous avons vécue au sein de l'association. Donc nous sommes une association du médico-social, nous accompagnons des personnes en situation de handicap. Et il y a quelques mois, maintenant un peu plus d'1 an et demi maintenant, nous avons eu ce qu'on appelle un gros pépin organisationnel. Éviter de culpabiliser le professionnel quand il se passe un problème majeur, c'est fondamental. Si la première réaction d'un manager, c'est, pardonnez-moi l'expression, d'être un peu colérique à l'égard de ses collaborateurs, j'ai failli employer un terme beaucoup plus cru. C'est-à-dire qu'il culpabilise son collaborateur sur une situation qu'évidemment il n'a jamais souhaitée, mais que, a priori, personne n'aurait pu imaginer. Comment le manager, au contraire, s'ouvre vraiment à cette réalité? Comment il est en empathie avec son collaborateur, malgré une situation qui aurait pu vraiment dégénérer, on va être très très clair. Eh bien, déjà quand on va afficher le principe du droit à l'erreur dans une organisation, il s'est passé quelque chose, vous ne l'avez pas souhaité, ça ne correspondait évidemment pas aux valeurs de l'organisation. Eh bien, si on est déjà dans l'empathie avec ses collaborateurs, on va créer un dialogue. Une preuve, entre guillemets, de cette démarche que nous essayons de faire au sein de l'association, ce sont des collaborateurs qui nous ont remerciés de les avoir autorisés à parler du sujet. Eh bien ça change complètement la relation aux autres. Ce droit à l'erreur, cette situation où un manager est capable d'aller voir son collaborateur pour dire il s'est passé quelque chose, comment on se remet tous ensemble pour éviter que ça se renouvelle, bien entendu. C'est des techniques de résilience qu'on a eu l'occasion de travailler avec des intervenants, y compris dans des situations très traumatiques, où au contraire, il s'est passé quelque chose, on remet les gens en action. Travailler avec vous pour réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour éviter d'en arriver là. Ça, c'est une technique vraiment d'accompagnement résilient. Eric Sanchez ? Très concrètement, déjà il faudra différencier dans l'immersion ou dans la prise en compte la typologie d'entreprise. Entre la grande entreprise qui a la capacité souvent de mettre en place dans l'organisation, ce que disait Patricia tout à l'heure, tel et tel référent, je ne reviens pas à cette notion d'empilement ou de millefeuille. La petite structure, ce sera différent. Après, moi je trouve que dans tous les cas, l'information qualitative, elle est précieuse. Et du coup, ne pas empêcher déjà que cette personne puisse avoir cette capacité à être et à faire, ça c'est important. Et puis après, c'est prendre en compte, à chaque fois, ajuster dans l'organisation en tant que telle. Le chef d'entreprise, Emmanuel le sait bien, il va avoir aussi des préoccupations, bien évidemment, économiques, de croissance, de développement, etc. Il ne faut pas que ça vienne télescoper ou empêcher d'eux. Donc il faut pouvoir concilier dans cette dimension-là, en disant ces vulnérabilités peuvent être quelque chose de péjoratif, mais au contraire, ça peut être quelque chose de positif si je comprends ces vulnérabilités et j'en fais pas toujours une force, mais en tout cas, je passe cet écueil avec intelligence et subtilité parce que dans mon organisation, j'ai donné en immersion de l'information qualitative au personnel et j'ai permis de faire émerger ces tiers de confiance. Et ce sera très utile puisqu'on rentre dans cette logique, alors c'est vrai qu'on parle souvent de lien social, mais moi aussi pour moi de société de coopération. Et on voit bien qu'à plusieurs,
on arrive à trouver des solutions. On voit bien que dans le co-développement, on arrive à travailler parce que chacun va arriver avec sa contribution mineure ou majeure, mais en tout cas, ça va faire grandir l'ensemble. Peut-être en rebond, parce que justement, aujourd'hui, alors on ose poser cette question dans le cadre de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a encore une certaine frilosité, mais en fait, l'entreprise ne s'est pas encore forcément rendu compte que derrière ces grandes vulnérabilités, il y a des grandes leçons de la vie, et les grandes leçons de la vie sont source d'apprentissage. Quand on échange avec quelqu'un qui a été aidant, qui a arrêté de bosser pendant plusieurs mois et qui nous dit « mais en fait, j'ai un trou dans mon CV, j'ai rien fait, raconte-moi qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai coordonné tous les intervenants autour de la personne. J'ai monté ce dossier administratif, j'ai pas lâché, je l'ai eu. Ça s'appelle de la chefferie de projet. Tu as fait preuve de persévérance. Je veux dire, tu as géré tes émotions, ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Tu as été à l'écoute, tu as respecté le rythme. Ça s'appelle les soft skills. Il n'y a pas des acquis transférables au monde du travail. Et ça, c'est vraiment notre cœur de sujet aussi, d'aller chercher à valoriser justement les acquis de ces épreuves pour les rendre, pour les accoucher, pour les transférer en compétences dans le monde du travail. L'entreprise, elle s'ouvre parce qu'elle voit qu'il y a un impact sur ses indicateurs, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que ça coûte moins cher de souffler sur une allumette que de déclencher une citerne quand même. Comment on peut montrer ces soft skills, ces compétences passives ? Alors je crois qu'il y a des travaux qui ont été menés, notamment sur la question des aidants, avec des travaux qui ont été menés avec des chercheurs sur différents domaines de compétences sur cette question des soft skills. On commence à travailler ça, et en particulier sur la question des aidants, puisque c'est là où on a ouvert la brèche. Je vais rebondir parce que ça me rappelle un souvenir, mais un ancien souvenir, mais preuve que finalement de ce côté-ci de l'Atlantique, on met un peu de temps pour tirer les leçons de ces situations. Il y a 20 ans déjà, j'étais au Québec et la question se posait du retour au travail des femmes qui avaient élevé un enfant pendant 3 ou 6 ans. Et à l'époque, ces mamans avaient énormément de difficultés à valoriser les savoir-faire qu'elles avaient acquis. Ils avaient fait un référentiel des soft skills qu'une maman qui avait dû gérer pendant 3 ou 6 ans le planning des enfants, le planning du mari pour essayer d'arriver à concilier le mercredi après-midi tous les plannings horaires de tout le monde. Et ça montrait une liste exceptionnelle. Mais en fait, c'est un petit peu ça. Quand vous avez été confronté à un pépin et que vous avez su le surmonter, d'abord, vous avez acquis une écoute des signaux faibles d'une organisation et des signaux faibles du collègue, qui est exceptionnel. Parce que vous percevez qu'on est déjà sur un chemin, peut-être que vous-même, vous avez emprunté, et donc on repère beaucoup plus facilement des choses chez l'autre. Évidemment, il ne faut pas que ce soit institutionnalisé, mais on crée un dialogue de proximité. Et puis en même temps, derrière, on peut conseiller à nos collègues d'aller voir des interlocuteurs extérieurs à l'organisation, d'aller voir plutôt peut-être le médecin de prévention, d'aller peut-être plutôt auprès de son manager pour dire « tu devrais en parler » parce que on peut certainement trouver des solutions, ne serait-ce que sur l'aménagement du temps. Dans le monde du handicap dans lequel je suis, on parle des handicaps invisibles très souvent. Le handicap invisible nécessite parfois que la personne ait un traitement spécifique. Mais sauf que si on n'ose pas le dire, on va devoir le faire en cachette. On va devoir le faire en biaisant les processus de l'entreprise. Et on voit qu'en fait, finalement, on demande aux salariés de résister. Et ça, c'est un mot pour nous qui est important. Résilience, c'est le contraire de résistance. La résilience, c'est au contraire comment je prends en compte mon environnement et comment j'adapte les outils, comment j'adapte les moyens pour pouvoir adapter mon entreprise, mon cadre de travail, etc. Non, mais même au-delà de ça, je veux dire, ce qui fait la différence aujourd'hui dans un recrutement, c'est ses qualités interpersonnelles aussi, clairement. Et les soft skills, on les apprend pas dans les livres. On peut avoir cette culture, on en parle un peu à toutes les sauces aussi, ça ne s'apprend pas dans les livres. Mais on va avoir besoin effectivement que les personnes qui traversent cette adversité soient aussi accompagnées dans ce regard qu'elles vont porter à leur propre parcours. Parce qu'on peut pas imaginer, et on va pas dire, moi je me rappelle il y a 10 ans, si on m'avait dit tu verras, grâce à ton cancer du sein, tu vas apprendre ci, tu vas faire ça. Je leur dis t'es gentil, mais enfin c'est pas le sujet. Par contre, ça veut dire que c'est tout le dispositif qu'on doit essayer de penser ensemble pour que peut-être pendant un arrêt de travail, le CPF soit crédité par l'État et par l'entreprise de manière à aller travailler cette employabilité, travailler ces soft skills qui font que quand je vais revenir, en fait, oui, d'accord, j'ai pas été là pendant X temps, oui, je suis passé à côté de quelque chose, mais j'ai développé un certain nombre de compétences relationnelles qui font que vous, pendant ce temps-là, vous avez vraiment avancé sur les algorithmes et le numérique, mais finalement, dans la gestion de projet, c'est quand même la qualité du lien humain qui, là aussi, fait la différence. Comment trouver sa place dans un monde du travail qui est extrêmement rigide ? Parce que c'est aussi ça. Vous avez 4 heures. et je crois qu'on n'a que quelques secondes pour finir. C'est ça. Alors, et en plus, j'ai plein de mots-clés parce qu'on parle vous avez parlé d'injonction, Patricia, tout à l'heure. Injonction presque à être résilient, parfois dans certaines entreprises.
Là, il y a plusieurs questions dans la question. Exactement, Moi, il y a plusieurs questions dans la je pense qu'il n'y a rien de tel que de traverser l'adversité pour comprendre comment on fonctionne. Qui on est, comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs. Avant de connaître notre place, c'est une question de périmètre, donc c'est une question de limite. Elles sont où mes limites ? Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans le monde du travail, dans mon contrat de travail ? On travaille par vocation, on travaille par reproduction, et puis est-ce que vraiment vous vous êtes demandé pourquoi vous travaillez ? Qu'est-ce que vous venez y chercher ? C'est quand même le moment où tu te tapes dans le dur que l'arrêt sur image te fait que tu te dis tiens, c'est quoi mon rapport au travail, etc. Donc je pense que la question de la place, elle est polie par justement ces expériences-là, ces vécus-là, qui font que je vais savoir un petit peu plus qui je suis, quelles sont un peu plus aussi mes compétences, et à quoi et où j'ai envie de contribuer. Quand j'ai traversé l'adversité, mon rapport au temps, il change viscéralement. Avant, c'était une vue de l'esprit, c'était une grande ligne droite devant. Aujourd'hui, mon rapport au temps, quand je sais qu'effectivement je suis mortelle, alors on le sait tous, mais quand on s'y est confronté pour de vrai, on le sent un peu, notre rapport au temps, c'est une épaisseur. Donc mon temps, qu'est-ce que je veux en faire ? Et quand je vais donner du temps à mon travail, j'ai aussi envie que ce temps soit utile, peut-être respecté, peut-être respectable. Et donc le rapport, le dialogue social, une autre forme de dialogue aussi se met en place. Donc je pense que cette question effectivement de la place, elle est forgée par nos expériences de vie et elle est magnifiée par notre capacité, que ça soit dans un cadre managérial, dans un cadre effectivement d'accompagnement, de formation continue, d'accompagnement tout au long de la vie de nos collaborateurs, à pouvoir poser un regard là-dessus et d'identifier les apprentissages, encore une fois, je reboucle encore, acquis de ces épreuves que je peux transférer. Alors d'abord Emmanuel Gobin et puis après Eric Sanchez. Ta question, c'était comment on trouve sa place dans un monde rigide. Eh bien déjà, on fait en sorte que le monde ne soit plus rigide. Comment on fait alors ? Sachant que pendant 25 ans, j'ai prôné les fiches de poste, les entretiens d'objectifs, etc., etc. Maintenant que j'ai changé un peu de fonction, j'ai cassé un petit peu ce mode opératoire. C'est-à-dire que j'ai supprimé, 1, les fiches de poste, et 2, les entretiens d'objectifs. Pourquoi ? Parce qu'une fiche de poste, c'est toujours une réponse à une situation qui est passée, presque parfois même obsolète. Le jour où j'ai écrit la fiche de poste, l'environnement a déjà changé. Eh bien, j'ai remplacé ça en parlant de contribution. Et ça change tout. Dans une organisation qui est en permanence évolutive, à quoi vous souhaitez contribuer ? Et donc, on est là en construction d'une réponse organisationnelle qui est en permanence évolutive. Le métier médico-social, on peut se le dire très simplement, c'est de répondre à un bien-être, un mieux-être ou à une moindre dégradation des situations des personnes que nous accompagnons. Une fois que j'ai dit ça, qui peut m'écrire le comment on répond à ça ? Chaque situation individuelle est différente. Le contexte dans lequel on va le faire va évoluer. La situation qui faisait qu'aujourd'hui, telle personne était réactive à telle stimulation, par exemple, va peut-être changer demain. Pour le coup, si on parle de vulnérabilité, on est en permanence dans un monde évolutif. Eh bien, pour moi, ça, c'est déjà un élément important. Si on considère que l'organisation de l'entreprise est un monde figé, un monde fini, évidemment, on aura des difficultés à trouver une place. Parce que la personne ayant des capacités différentes après qu'avant ne pourra pas tout à fait trouver la même place dans un environnement. Par contre, si on s'appuie sur les aptitudes, les capacités qu'elle a su développer du fait du pépin qu'on évoque, on va faire aussi évoluer l'organisation. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que le monde du travail se rend compte de ça ? C'est pour ça qu'on est là. Alors je ne savais pas qu'on participait à une émission sur la magie. Non, je plaisante. Juste 2 choses. La première, par rapport à ce que disait Patricia, effectivement, on l'a vu après l'épisode de la Covid, cette forme d'urgence à vivre collectivement et individuellement, et on voit bien effectivement qu'à chaque pète, à chaque difficulté, qu'elle soit grande ou petite, en fait, on fait évoluer son propre référentiel de comportement individuellement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, la discussion, c'est de se dire, on le fait évoluer individuellement, mais est-ce que collectivement aussi, comment on coopère différemment et comment on fait évoluer ces modes d'organisation ? Ça, c'est le premier sujet. Après, pour être peut-être plus nuancé, je ne sais pas, en tout cas, dans l'entreprise, il y a aussi des tas d'espaces informels, des tas d'espaces qui se créent, qui se constituent par affinité, je sais pas moi, artistique, culturelle ou autre, philosophique ou autre, et qui font qu'il y a quand même des endroits où il y a des amortisseurs ou des béquilles psychologiques et affectives qui se jouent et qui se nouent entre les personnes. Donc moi, je suis toujours favorable au fait de dire, il y a ce qui se voit à la surface, un peu comme les icebergs, et puis ce qui est dessous, et souvent ce qui est dessous est plus important et plus intéressant à comprendre d'un point de vue sociologique ou anthropologique, et à partir de là, on voit bien que les personnes, elles créent elles-mêmes
des réponses, et la société, elle avance comme ça aussi. Et du coup, il faut se faire confiance, s'autoriser à permettre. Pour moi, l'importance des dirigeants, des entreprises, des organisations, quand on les représente, c'est d'autoriser, de permettre aussi l'essai, l'échec, l'erreur, parce que ça va créer quelque chose de productif et de vertueux. Et du coup, est-ce que la résilience, ça serait pas d'abord prendre soin de soi avant le travail? C'est un peu ça. Patricia a senti plusieurs choses par rapport à ce qu'on disait avant sur le monde rigide. Sauf qu'on parle de la place, effectivement, du collaborateur, du pauvre collaborateur qui a rencontré quelque chose qui va peut-être retrouver sa place. Mais on parle pas de toutes ces entreprises qui n'arrivent plus à recruter. Et que donc, quelque part, ce monde du contrôle, il est il atteint lui aussi sa limite. Et ça demande quoi? Ça demande de l'agilité. Et l'essence même de la résilience, c'est la créativité face à l'adversité. Donc quand je n'arrive plus à recruter parce que je propose des horaires avec un salaire et du coup il va falloir que je fasse autrement. Et là le recrutement s'inverse. Je ne suis plus recruteur, je suis recruté, et il y a un autre dialogue qui va se mettre en place et une autre régulation qui va se mettre en place. Et c'est malheureusement surtout dans le chaos que ça se fait. Donc on aurait bien aimé qu'on puisse décréter le fait qu'on souhaite effectivement modifier les choses, etc. C'est pas comme ça que ça se passe, mais il y a des glissements de terrain un petit peu partout. C'est possible, mais ça veut dire aussi que chacun est en capacité d'incarner et de dire ce qui est OK, on est vraiment dans un temps de renégociation du contrat social, quoi. Enfin, je pense que contrat de travail et contrat social, c'est historique, c'est inédit. Maintenant, est-ce qu'on décrète que c'est comme ça, et auquel cas, il y a des gens qui n'auront plus leur place dans ce modèle du travail-là, et on a d'autres formes de travail qui se font avec l'ESS, les coopératives, avec l'auto-entreprise, on travaille autrement parce que notre rapport au travail a évolué, mais on a quand même des grosses boîtes qui avant n'avaient aucune problématique parce que elles avaient la carte de visite qui allait bien, les avantages qui allaient bien. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Si on devait résumer ce qui s'est dit pendant cette très bonne demi-heure, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir et qu'est-ce qu'il y a de positif, Emmanuel Gobin? Moi, j'aimerais finir juste sur quelque chose qui me tient à cœur. Il y a quelques années, j'avais organisé un colloque et que j'avais appelé « L'humain, la seule richesse des organisations ». Il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui qui n'a pas conscience que sa vraie valeur ajoutée dépend de ses collaborateurs. J'ai des discussions parfois avec mon directeur financier qui me dit non, la richesse des organisations, c'est le cash qu'il peut y avoir, c'est le budget, etc., etc. Non. De plus en plus, les entreprises, et Patricia évoquait la question des viviers dans lesquels parfois il y a des carences. On s'interroge aujourd'hui, mais certaines entreprises ne sont plus en capacité de répondre à des marchés parce qu'elles n'ont pas les ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien les hommes et les femmes qui sont la richesse des organisations. Sans elles et sans eux, l'entreprise ne tourne pas. Et si on ne sait pas prendre en compte complètement nos collaborateurs en compte dans leurs forces et dans leur vulnérabilité, je dis bien vulnérabilité et non pas faiblesse, eh bien on passe à côté d'un potentiel de talent qui est aujourd'hui une vraie contrainte pour le fonctionnement des entreprises. Alors c'est bien parce qu'on va pouvoir faire plusieurs conclusions, si jamais. Moi je rappellerai le principe de base qui est « qui ne se plante pas ne pousse pas ». Je rappellerai que la seule chose qui fasse égalité entre toi, moi, nous, c'est justement cette question de la vulnérabilité. Je dirais que la résilience, c'est effectivement pas une injonction, mais qu'il n'y a pas de fatalité. La vie, c'est un saut d'obstacles, en fait. Il y a des obstacles qui peuvent être assez rapprochés, mais qu'on a, en fait, en plantant ce sujet de la vulnérabilité dans le monde du travail, l'opportunité de développer une nouvelle culture d'entreprise, en fait. De remettre du sens, parce que en remettant du lien, là aussi, je vais pas décréter le sens de mon travail. Mais par contre, si je refais société entre nous, si on est en capacité de parler des sujets qui fâchent, des vrais sujets authentiques, en vrai, mais on peut tout traverser, quoi. Donc je dirais un peu d'audace, ça demande du courage. C'est sûr que c'est pas évident, quoi, parce qu'on on va décloisonner, en fait. On va mettre ensemble des gens qui sont dans leur couloir de nage, et c'est de la créativité, donc c'est de l'opposé du contrôle. Je tiens rien, c'est de l'humain. L'humain d'abord, certains disent. Je sais pas, parce qu'en même temps, l'humain d'abord, mais en même temps, ces phrases aussi, c'est comme la résilience. Au final, la résilience, c'est un peu chiant parce qu'on la met à toutes les sauces, etc. Oui. En fait, c'est l'authenticité, en fait. C'est que finalement, si je m'interroge entre moi et moi-même, que je sois cadre dirigeant, que je sois éducateur, que je sois sans emploi, que je me demande, en vrai, le plus grand apprentissage de ma vie, il vient d'où ?
Et qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que cet apprentissage-là peut générer dans le monde du travail. Et en vrai, on s'en fout que je sois directeur ou pas, ou que je sois... Mais c'est qu'est-ce qui fait commun ? On est dans un monde qui se déchire à tous les niveaux. Il se déchire dans notre société, il se déchire entre t'es cadre de santé, t'es soignant, il se déchire entre t'es un homme, t'es une femme, il se déchire entre t'es un jeune, t'es un vieux. Enfin bon, si on n'est pas capable de refaire société là à partir des sujets qui fâchent, bon bah dans ces cas-là, ça sert à rien quoi. Et comme on pense que ça sert à quelque chose, bah voilà, regardons ça avec un prisme peut-être, voilà, regardons nos vulnérabilités avec des lunettes de soleil et ça expose moins les yeux et on peut en faire quelque chose. Eric Sanchez ? Moi, je dirais qu'il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « On ne fait pas pousser l'herbe plus vite en tirant dessus ». Donc pour moi, la vulnérabilité, c'est exactement ça. Les choses arrivent à maturité à un moment donné. On pourrait dire que c'est injuste, et dans certains domaines de la vie, c'est le cas également par ailleurs, voilà, que c'est injuste. Mais non, en fait, à un moment donné, par l'action des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, il y a des choses qui viennent à éclore et qui permettent de prendre conscience d'eux. Le deuxième, moi, je ne voulais pas terminer quelque chose aujourd'hui, c'était votre propos. Moi, je veux démarrer, je veux toujours initier des choses. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans le registre du vivant, et pour aller au-delà de l'humain, et le vivant dans cette fameuse image du cercle, où tous les vivants sont en commun et sont interdépendants et en coopération constante, c'est ça qui m'intéresse. Cette idée d'initier, de faire un pas, d'avancer, effectivement, de chuter, de se relever, de faire d'autres choses, etc., de tester, voilà, le test and learn. Et à partir de là, si on dit qu'on initie et qu'on laisse les choses aussi venir à maturité, c'est intéressant. Je ne fais pas d'aphorisme sur le taoïsme, mais on dit le laisser agir. Et des fois, laisser agir, c'est laisser les choses venir naturellement. Et parfois, on se rend compte, et dans notre vie personnelle, on a tous connu des épisodes comme ça. On dit là, j'ai voulu forcer la décision, forcer le destin. Je me suis vautré. Franchement, je me suis pris une gamelle. Et la fois d'après, j'ai fait différemment et j'ai laissé faire. Et tiens, parfois, miraculeusement ou pas, j'en sais rien. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Il y a des choses qui ont éclos d'une façon spontanée et la solution est arrivée. Et j'ai moins forcé. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et pour moi, cette idée, voilà, je voulais rien terminer avec vous. Je suis très heureux d'avoir participé à cette émission parce qu'on a initié des choses. J'ai appris des choses. Donc j'ai développé encore des choses en termes de curiosité, de spontanéité et de capacité à pouvoir ensuite, comme des petits cailloux, les semer autour de moi quand je vais rentrer chez moi tout à l'heure.